keynote suivante, je suis ravi d'accueillir Isabelle Kocher. Bonjour Isabelle, je vous en prie. Alors Isabelle, vous avez été la première femme à diriger un groupe du CAC 40, Engie, de 2016 à 2020. Vous êtes une pionnière de la transition énergétique et aujourd'hui, vous dirigez Bluenomi que vous avez cofondé. Alors, l'ambition de Bluenomi, c'est de proposer aux managers des outils de navigation dans un monde complexe. Ça colle parfaitement avec l'Odyssée des risques, bravo. Comment vous décririez la situation actuelle où on a l'impression qu'on a une avalanche d'hypercrises qui se succèdent? Bonjour, et d'abord, je suis ravie d'être là. Merci de m'associer à ces 2 jours de réflexion. J'étais bluffée par la qualité de tout ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée. Je pense que la caractéristique, une des caractéristiques de ce qu'on traverse, cette espèce de multiplication qui semble s'accélérer sans cesse d'événements qui se succèdent, se chevauchent. Et moi, je crois que le devoir que nous avons, et bravo d'être là, de prendre 2 jours pour ça, mais c'est d'essayer de détecter dans cette espèce de magma apparemment informe, de détecter des arrêts de vive directionnels, des choses qui sont en fait pas simplement le hasard, mais qui sont la matérialisation de tendances structurelles émergentes. Il y a un historien que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Fernand Braudel. Lui, il disait il ne faut pas confondre, il y a 3 temps très distincts. Il y a le temps de l'événement, bon, ça c'est l'événement dramatique terroriste, climatique par exemple. Il y a le temps de la conjoncture, ça c'est plutôt le temps des rapports de force. C'est le temps de prévision habituel des institutions financières, c'est quelques années, c'est le PIB, c'est les évolutions de rapports de force entre des plaques géographiques par exemple. Et puis il y a le temps long. Le temps long, c'est le temps des changements structurels, silencieux, souvent silencieux, en tout cas silencieux tout un moment. Et moi, c'est là-dessus que j'ai envie peut-être de poser mon propos. Il faut vous dire que, effectivement, je viens, ça a été dit, du monde de l'énergie. Le monde de l'énergie, c'est un monde qui a la particularité d'avoir vécu la transition bien avant les autres, et pour d'excellentes raisons, évidemment. Parce que le flux d'énergie irrigue toute l'économie, qu'il était très carboné. Et donc, by design, ce secteur s'est retrouvé confronté à un besoin de transition 15 ans, 20 ans avant la plupart des secteurs industriels. Et nous, ce qui nous a sauvés, c'est au fond le fait d'avoir accepté de regarder le temps long. Je reste une minute sur Engie parce que je pense que c'est important de voir que le monde n'est pas manichéen. Engie, c'est un groupe magnifique qui s'était donné pour mission d'amener l'énergie partout où il n'y en avait pas, donc dans les pays émergents tout particulièrement. Groupe très entreprenant, prenant énormément de risques pour construire des centrales dans des pays compliqués, en prenant des risques physiques aussi importants pour les gens qui allaient installer les centrales dans ces pays-là. Et Engie l'a fait avec les technologies de l'époque, et c'est-à-dire du charbon, concrètement. Et donc Engie est devenu, en étant très fier de ça, le leader mondial de la production d'électricité thermique, c'est-à-dire concrètement à partir de charbon et à partir de gaz. Et puis progressivement, ce groupe, très fier de son impact, très dynamique dans son développement, s'est trouvé comme rattrapé latéralement par une autre problématique qui commençait à monter dans les esprits, qui était de mais c'est très bien, mais sauf que vous êtes devenu le leader mondial de l'électricité à partir de charbon, d'accord, mais aussi l'un des principaux émetteurs de CO2 du monde. Eh bien, je vais vous dire, on aurait pu en mourir de cette situation. C'était effectivement notre plus gros métier, c'était notre métier le plus profitable. Groupe coté, compliqué de regarder cette situation en face. Ce qui nous a sauvés, moi je dirais, c'est accepter de se poser la question. C'est pas venu tout seul, c'est pas venu en un jour, on est passé par plein d'étapes, mais à un moment donné, nous avons accepté l'exercice lucide de nous dire, en fait, est-ce que c'est future-proof ? C'est très bien, on en est très fiers, ça a rendu d'immenses services, mais est-ce que c'est future-proof ? Deuxièmement, de partir des besoins. La caractéristique du monde dans lequel on se trouve, c'est que les besoins sont énormes. On se dit, bon, on verra après nos histoires de centrales charbon, mais déjà, quels sont les besoins dans les 60 pays dans lesquels nous sommes, et quels sont les besoins aigus, donc, et quels sont ceux sur lesquels nous serons meilleurs que les autres. Et nous avons découvert qu'en réalité, nous avions
dans nos savoir-faire, dans notre ADN, dans notre capacité d'entreprendre, des atouts extraordinaires pour être bons dans ce qui se dessinait comme infrastructure énergétique moderne. On les avait appelés les 3D, les systèmes décarbonés, décentralisés, digitalisés. Voilà. Et donc, ce qui a sauvé ce groupe, c'est de poser le crayon, premièrement. Deuxièmement, regarder le futur. Et troisièmement, tout piloter à partir de là. Et je pense que la caractéristique du monde d'aujourd'hui, et le challenge pour les entreprises, c'est de travailler sur cette vision du monde et vision du service qu'on peut rendre dedans. C'est les deux grands chapitres de la vision, je crois. Et puis de tout piloter à partir de là. C'est vraiment piloter à partir du futur en tenant compte du présent, ce qui est très différent de piloter à partir du présent en tenant compte du futur. Donc voilà, moi si j'ai un message, c'est que je pense que la dimension vision n'est pas assez présente, ni dans nos pays, ni dans nos entreprises. Pour d'excellentes raisons, c'est que nous sommes pris, nous sommes aspirés par, vous savez, comme les trous noirs célestes sont tellement denses qu'ils aspirent la lumière, au fond, les crises, les événements multiples que nous traversons ont cet effet trou noir. Notre devoir, puisque vous vouliez qu'on parle de leadership, notre devoir de leader, nous sommes tous ici dans nos sphères d'action des leaders, notre devoir c'est de s'arracher à cette attraction de l'événement, du moment immédiat et d'essayer de deviner ce futur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais alors comment on fait concrètement pour faire émerger ces tendances de fond, pour les faire apparaître? Alors il y en a qui sont assez nettes maintenant. Le besoin de réduire drastiquement les émissions de CO2 dans l'atmosphère, écoutez, les faits sont têtus. C'est un point qui, je pense, fait de toute façon partie des ingrédients d'une entreprise pour être, moi j'appelle ça future-proof, en fait, la capacité à durer dans le futur. 1, carbone. 2, je pense qu'une tendance aussi structurante, c'est que ce qui se passe au plan international ne me paraît pas être juste un espèce d'accident dans le mouvement de globalisation que nous avons connu jusqu'ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que les flux vont se régionaliser. Beaucoup de choses poussent à ça finalement. L'obsession des pays pour l'emploi, et l'IA est en train de mettre une énorme pression sur l'emploi. L'obsession des pays pour l'emploi, ça veut dire un besoin de réindustrialiser localement. Donc ça veut dire des chaînes de production qui vont se fixer sur des cycles probablement plus courts. La rareté de certains matériaux, ça, c'est du réemploi, c'est de la récupération. Le carbone, de nouveau, on ne pourra pas décarboner les Scope 3 sans passer par la réutilisation massive des matériaux, des objets qui sont déjà en circulation aujourd'hui. Donc, 1, CO2, 2, régionalisation, je contribue à vos efforts et vous en ferez ce que vous voudrez. Et le troisième, je trouve qu'on n'en parle pas assez, a trait plutôt au changement de contexte pour les humains eux-mêmes. On parle beaucoup de la planète, et on a raison, et la planète est sous pression, les limites planétaires sont maintenant rentrées dans nos quotidiens, mais les humains eux-mêmes vont vivre des situations que je pense qu'il est bon de regarder. Je vais vous montrer une carte qui est directement issue des travaux du GIEC. C'est pas ça du tout. Elle est trop vite. Voilà, c'est cette carte-là. Cette carte-là, vous la trouverez dans les travaux publiés. Elle permet d'évaluer les épisodes et l'occurrence des épisodes où il fera très chaud, trop chaud pour le corps humain, et trop humide pour qu'il transpire, c'est-à-dire trop humide pour qu'il se refroidisse. Cette carte est assez explicite, je trouve. Bon, quand c'est blanc, ça va, c'est très rare. Quand c'est jaune, quelques jours par an. Quand c'est rouge, c'est très fréquent. Cette carte, elle parle de risque, évidemment. On imagine sans peine les questions qui vont émerger, vitales par endroits, y compris dans des populations des endroits extrêmement peuplés. Donc on voit bien la dimension de risque, mais on voit bien aussi la dimension de besoin. Cette carte, elle parle de besoins considérables que nous, les entreprises, nous avons besoin de considérer. Nous avons besoin de nous confronter à ces besoins. Besoin en infrastructure, besoin en système de refroidissement, besoin en alimentation robuste,
en système de production alimentaire robuste, résilient, dans des conditions climatiques extrêmes. Des besoins. Nous sommes dans une... Je suis convaincue de ça. Je crois que nous sommes dans une époque d'entrepreneurs. Je crois que nous vivons un virage qui est certes, qui comporte sa part de risque, et cette carte le montre très bien, mais nous vivons aussi un virage qui appelle fondamentalement ce que nous avons de meilleur, la fraternité. On ne pourra pas gérer des situations pareilles sans aller activer en nous une capacité de fraternité, de compassion, de soin bien plus élevée qu'aujourd'hui. C'est un challenge que nous avons collectivement. Mais je trouve que c'est enthousiasmant aussi. Et puis le meilleur en termes de capacité d'innovation, de création. N'oublions pas que tout ce qui nous arrive, ces limites planétaires qui nous arrivent, on peut voir les risques qu'elles comportent, mais on peut aussi se dire quels sont le résultat de notre extraordinaire efficacité au cours du temps. Littéralement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat entre les scientifiques sur le fait de savoir s'il fallait changer le nom de l'ère géologique dans laquelle nous sommes. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'on est toujours dans l'Holocène ? L'Holocène, on est rentré dans l'Holocène il y a 12 000 ans à peu près, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est la période pendant laquelle, en gros, les saisons se sont stabilisées, le climat est devenu prévisible, et les humains ont pu cesser d'être des chasseurs-cueilleurs à courir après les troupeaux, et ils se sont posés, ils sont devenus agriculteurs, éleveurs, et c'est à partir de ce moment-là, seulement, que la population mondiale a commencé à dépasser le million de personnes à l'échelle de la planète, imaginez-vous, et que la croissance exponentielle a démarré, et avec elle, ce flux d'innovation successif, génération après génération, avec cette capacité inouïe que nous avons à transmettre. Voilà, donc cette carte, elle montre nos risques, mais elle va aller chercher aussi, je pense, en nous ce que nous avons de plus profond, et je pense qu'elle va mettre les entreprises un peu au pied du mur sur un terrain. C'est peut-être un point également sur lequel j'avais envie d'insister, après vous avoir dit qu'à mon avis, il faut partir du futur pour piloter le présent. Le deuxième point, c'est de dire que je pense qu'un des éléments majeurs pour les entreprises, c'est de veiller à leur utilité. Qu'est-ce que ça veut dire un monde comme ça ? Un monde où les besoins critiques sont immenses et où les réserves, les ressources naturelles pour les satisfaire sont limitées. Ça veut dire un monde d'arbitrage. Rappelez-vous le Covid, tout le monde est mis à l'arrêt, sauf les métiers dits essentiels. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Regardez plus près de nous ce qui se passe dans les régions où la tension en eau est importante. Eh bien, il y a des restrictions qui s'opèrent sur les industriels qui pompent dans les réserves, mais pas sur tout le monde. Ce qui est évalué à ce moment-là, c'est quelles sont les entreprises essentielles au territoire, quelles sont les entreprises moins essentielles au territoire. Regardez ce qui se passe du point de vue des réseaux électriques. Quand dans une maille donnée du réseau, il y a trop de tirages et qu'il faut commencer à limiter les tirages, par exemple des data centers, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les data centers qui servent l'hôpital voisin sont moins touchés que les data centers qui servent à nos réseaux sociaux. Cette notion d'utilité, voilà, je crois que c'est un point qu'il faut faire rentrer dans nos grilles de lecture pour garantir la pérennité de nos activités. Concrètement, comment on la mesure, cette utilité ? Alors, ce n'est pas une science exacte, et je pense que chaque entreprise peut se poser cette question, mais jusqu'où je suis utile, au fond ? Est-ce que je vais être du bon côté de la barre quand il y aura restriction de tirage en eau, pour rester sur cet exemple un peu trivial, mais ou pas ? Comment est-ce que je vais être regardé, se challenger là-dessus ? Il y a une part, je dirais, assez qualitative à ce travail, mais ce qui est intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé Bluenomy, que vous avez évoqué tout à l'heure, ce sont des outils plus systématiques qui permettent de guider dans la navigation et donc dans l'allocation du capital. Je vais vous montrer quelque chose qui permet d'outiller un tout petit peu cette notion d'utilité. Ce que je vais vous montrer là, c'est l'extrait d'un outil réel qui existe dans une grande banque mondiale, et plusieurs l'ont adopté depuis. Ceci représente une des entreprises du portefeuille financé par la banque. Une entreprise réelle. Bon, pour des raisons évidentes, elle est anonyme, mais c'est une entreprise réelle, c'est une entreprise du segment de l'équipement automobile. Que fait cette banque ? Jusqu'ici, elle regardait le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le profil de cash,
évidemment, et le profil de risque, de contrepartie par exemple. Ce que cette banque regarde maintenant, c'est aussi, sans avoir évidemment abandonné la première catégorie de ces indicateurs, mais c'est aussi les risques que cette entreprise recèle à l'intérieur même de son portefeuille d'activité, des risques dits d'obsolescence. Comment ça se regarde? À l'horizontale, tout le chiffre d'affaires de l'entreprise. En rouge, ce sont des activités que la transition va probablement arbitrer négativement progressivement. Chez Engie, par exemple, nos charbons, c'était le rouge. Voilà. À droite, des activités qui, au contraire, vont être sollicitées beaucoup plus par les besoins qui arrivent. Au milieu, des activités, je dirais, plus discutables, avec des avis moins tranchés sur le fait de savoir si c'est appelé à croître ou si c'est appelé à décroître. Alors évidemment, c'est assez secteur spécifique. C'est-à-dire que si je vous avais montré le secteur de l'énergie de l'époque, évidemment, il était plus rouge que ça. Donc il y a évidemment un biais sectoriel dans cette histoire. Mais ce qui intéresse les financeurs et de plus en plus les assureurs, c'est que, y compris à l'intérieur d'un secteur donné, la situation entre deux acteurs a priori semblables peut être très différente. Une autre vraie entreprise du même secteur d'activité. Donc vous voyez que, en fait, sa capacité à être future-proof, c'est-à-dire sa capacité à servir des besoins aigus demain et à être moins exposé à des arbitrages négatifs lorsqu'ils vont se produire, ben, vous voyez bien que cette entreprise B est mieux positionnée dans la perspective de ce virage. Et puis les banques, elles regardent le film aussi, ça c'est la photo, d'une certaine manière, mais où est-ce que les gens mettent leurs ressources? Vous voyez que, donc, concrètement, où est-ce que les CAPEX sont injectés? Comment est-ce que cette entreprise arbitre l'allocation de ses ressources? Et nous, on s'est créé pour essayer de guider ça le mieux possible avec des modèles qui vont du coup faire le lien avec la valorisation, qui est un peu trop sommaire aujourd'hui. On prend un EBITDA, on applique un multiple, oui, bon, ça ne dit pas si une entreprise est future-proof ou pas. Ça ne permet pas de guider ni les financeurs, ni les investisseurs, ni les assureurs sur cette question. On voit sur cet écran qu'il n'y a pas un monde où l'entreprise A rattrape l'entreprise B dans un horizon de moyen terme. Voilà. Donc ça, ce sont des débuts d'outillage sérieux sur le sujet de l'utilité relative d'une entreprise, ou on peut le dire autrement, sur le risque plus ou moins élevé d'une entreprise d'être arbitrée négativement dans les années qui viennent. Alors une telle analyse va changer le métier du risk management, non? Ah ben de mon point de vue, complètement. Parce que la capacité à les politiques de risque, simplement, de risque physique, y compris classiques, sur lesquels vous travaillez depuis longtemps, en fait, j'imagine que la durée de vie d'une usine donnée, pour prendre cet exemple, rester sur l'exemple de l'équipementier automobile, va pas être exactement la même en fonction de la durée de vie du site. On va pas faire les mêmes dépenses, on va pas faire les mêmes investissements. On va peut-être même pas gérer la relation contractuelle avec l'assureur de la même façon. Donc la toile de fond du métier de risk management, je pense, est en train de changer de manière fondamentale, comme un input direct de la meilleure façon d'allouer le capital, de la meilleure façon d'allouer la dépense. Et puis je pense que, donc au fond, je pourrais dire presque que vous êtes les premiers clients, vous les risk managers, de la prospective stratégique d'une entreprise. Vous êtes les premiers à être en situation de vous sentir autorisé à dire, ce site-là, quelle est sa durée de vie dans la perspective stratégique de l'entreprise? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Ça peut éventuellement changer d'ailleurs, mais à tout instant, avoir une vision la plus claire possible de cette dimension prospective. Donc vous êtes un client majeur pour moi de la prospective, qui est quand même en train de monter dans les entreprises. Et puis je pense que vous êtes un artisan majeur de la prospective, parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous travaillez depuis longtemps et sur lesquels la dimension prospective intervient aussi. Prenons le risque de l'eau, dont il a été question beaucoup là, depuis tout à l'heure. Ce risque de l'eau, bon, il y a une dimension prospective au sens où
il ne suffit pas de tirer les traits statistiques des périodes passées, on le sait, ça n'est pas linéaire. Donc la capacité prospective d'analyse prospective dans l'évaluation de ce risque en eau est extraordinairement importante. Donc voilà, moi je pense que la dimension de prospective devient clé dans le risk management. Je pense qu'on pourrait fort bien d'ailleurs considérer que vous n'êtes pas des risk managers mais des prospective managers. Je pense que ce serait plus parlant, à vrai dire, et plus, je dirais, directement connecté à la réalité de votre métier. Et parce que je pense que vous avez un rôle clé dans cette capacité à allouer le capital, dans cette capacité à orienter les flux, à orienter les ressources. Peut-être une deuxième évolution que je voudrais mentionner et que j'observe en accompagnant un certain nombre d'entreprises dans leur politique de réallocation de capital, avec des raisonnements comme ceux-là, et avec des modèles de risque aussi, très poussés, sur les risques physiques, tout particulièrement les risques en eau. Il y a une chose qui me frappe, c'est que le risque, d'abord, est extraordinairement local. Le risque en eau, pour avoir fait l'exercice avec un certain nombre de groupes agroalimentaires, par exemple, le risque en eau, prenons même un pays, à l'intérieur même d'un pays, le Maroc, l'Espagne, d'autres, le risque en eau est extrêmement variable d'une vallée à l'autre. C'est un peu comme si votre métier avait une valeur toute particulière du fait de la capacité à aller s'ancrer dans les sites. Il y a très peu d'endroits dans l'entreprise, finalement, où on est ancré dans les sites. On regarde des catégories d'actifs, on regarde des catégories d'activités, on fait des modélisations sur des catégories, mais vous avez accès aux sites. Et la capacité je dirais, d'être fin sur la topographie avec des risques qui évoluent fondamentalement d'un site à l'autre, c'est quelque chose qui me paraît capital et qui devient de plus en plus systémique. Le risque eau d'une usine agroalimentaire, en fait, c'est assez compliqué. Et vous le savez bien, vous qui travaillez là-dessus, il y a le risque eau qui pèse sur le site lui-même, l'usine de transformation agroalimentaire qui fabrique des dérivés du lait, par exemple. Et puis, il y a le risque eau qui pèse sur les fournisseurs de cette usine. Donc, j'ai le sentiment que le métier du risk management est en train d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus systémique, qui doit prendre en compte la chaîne d'approvisionnement et pas seulement les sites eux-mêmes. C'est vrai dans l'agroalimentaire, c'est vrai évidemment sur les métiers de réseau, d'infrastructure, c'est vrai sur les métiers d'hôtellerie, d'immobilier, c'est vrai dans à peu près tous les métiers. Cette capacité systémique et puis cette capacité à rejoindre la notion de valeur, c'est-à-dire à évaluer le risque, mais aussi à évaluer les dépenses qu'il faudrait opérer pour mitiger ce risque et rentrer dans une logique d'optimisation de l'allocation d'une enveloppe de CAPEX qui est forcément limitée et la meilleure allocation possible de cette enveloppe de CAPEX. Moi, j'ai vécu un peu de l'intérieur l'évolution de la façon de regarder les risques d'un réseau électrique. Il y a 20 ans, un réseau électrique, on disait, bon, alors, il y a la catégorie risque physique, qui existait déjà, il y a la catégorie de risque de vieillissement, il y a la catégorie de risque d'interruption pour cause de tiers, mettons. Et puis, des équipes spécifiques avaient en charge chacune l'évaluation de chacun de ces risques, et puis faisaient remonter des budgets nécessaires d'intervention sur chacun de ces risques. Ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il faut aller chercher des optimums beaucoup plus fins. Il n'y a pas assez de CAPEX pour remplir ces demandes telles qu'elles remontent. Puis en plus, depuis, il y a des renouvelables qui cherchent à se connecter au réseau et ça suppose des renforcements des segments pour pouvoir absorber ces capacités de production supplémentaires ou de stockage supplémentaire. Donc, ça ne fonctionne plus. Ce qui s'est mis en place, et ceux d'entre vous qui travaillez sur les réseaux, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, ce sont des analyses systémiques, c'est-à-dire la simulation de scénarios de stress sur les 50 000 points du réseau, et la capacité à comprendre quelle est la meilleure allocation de ressources possible pour faire face à ces scénarios. L'optimum. Donc, votre métier, à mon avis, il devient un métier de prospective. Et je trouve que c'est enthousiasmant. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que
décoder les voies de sortie par le haut du futur, c'est passionnant et il y a beaucoup de raisons d'avoir de l'espérance sur ces questions. Donc c'est un métier prospectif, c'est un métier systémique avec des modèles systémiques de plus en plus complexes et moi j'ai la chance immense de passer beaucoup de mes journées là-dessus. Et puis enfin, c'est un métier qui est devenu stratégique. Et ce que j'observe dans beaucoup d'entreprises, c'est le rapprochement entre les équipes de risque qui font toutes ces analyses dont je viens de parler et la stratégie, parce qu'en réalité, la stratégie, c'est quoi? C'est l'allocation des ressources. Et je pense que vous êtes au cœur de ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, je trouve que c'est une autre façon de regarder ce métier du risk management que parfois certains ont considéré comme, au fond, de l'ordre de la politique, de l'ordre du reporting, de l'ordre des policies, pas des politiques au sens des policies, d'un certain nombre de vérifications. Je pense que vous êtes au cœur de la problématique de réallocation des ressources, de refléchage des ressources, et ça, je trouve que c'est enthousiasmant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Cocher. Je vous propose